Merci. Bon. Et bienvenue. Donc, je remercie une fois de plus le Forum des images de son invitation. C'est vraiment un plaisir de parler ici et un plaisir de parler des sujets qui nous sont proposés. Donc, de vous parler ce soir de Cary Grant et plus précisément, puisque c'est le titre que j'avais fabriqué quand on m'a contacté pour préparer cette intervention, donc de l'héroïsme de Cary Grant. Donc héroïsme à entendre sous les deux acceptions les plus communes, mais qui sont celles que nous allons explorer, à savoir qu'avec Grant, on est au cœur du système classique hollywoodien, au cœur de la fabrique des stars hollywoodiennes, donc on a une des stars les plus importantes. Donc l'héroïsme de Cary Grant, c'est la place centrale, la place iconique de ces stars, et d'autre part, l'héroïsme, ce sont les caractères, les caractéristiques qui accompagnent chacune des stars et qui en font des canons, des modèles. Donc c'est ce double aspect de la fabrication d'une figure centrale et de la fabrication des caractéristiques héroïques, modéliques de cet acteur que je voudrais donc interroger. Alors, quelque surprenant que ça puisse vous paraître, puisque évidemment j'aurais dit héroïsme de John Wayne, tout le monde aurait compris plus immédiatement qu'à parler de héroïsme de Cary Grant, qu'on associe à juste titre plus immédiatement à la comédie classique américaine. C'est une des plus grandes stars de la comédie classique américaine. Et on va parcourir quelques incarnations de cette carrière. Je vais aussi essayer, puisque le propre d'une intervention qui examine quelques notions comme ça, c'est aussi de pouvoir travailler, se promener dans l'histoire du cinéma. Cette carrière ne manque pas de dates importantes, mais je vais essayer de vous faire découvrir ou redécouvrir, selon votre familiarité, quelques incarnations peut-être moins connues, mais pas moins importantes de Cary Grant. Ça, c'est peut-être on peut commencer par cette précaution oratoire, qui est que quand on aborde des figures aussi connues, qui plus est empruntées à l'histoire du cinéma classique hollywoodien, on tombe forcément dans un parcours qui s'est figé en légende, que la presse, que le journalisme, que les aventures, que la variété de la connaissance cinéphilique a figé donc en légende. Donc tout le monde sait à juste titre que Cary Grant est essentiel au monde hitchcockien, à La mort aux trousses, à La main au collet. Et loin de moi l'idée de vous dire que ce ne sont pas des films importants ou des incarnations importantes, mais il y a dans la carrière de Cary Grant des rôles, des incarnations très très importantes dans des films qui ne sont pas forcément très connus, et c'est ça toute l'injustice des histoires officielles du cinéma. Il y a des rôles très importants qu'on va croiser et dont je vais essayer de vous dire en quoi ils sont importants pour ce personnage qu'on va examiner. L'angle d'attaque, l'intitulé du programme nous y invitant, évidemment, sous l'angle comique, ce héros burlesque qu'est Cary Grant, sous l'angle du burlesque et sous l'angle de l'action physique. Chose à quoi vous n'associez peut-être pas Cary Grant en dehors du burlesque, justement. Et même tous ces rôles ne sont pas burlesques. Alors c'est ça que je voudrais interroger. Les qualités héroïques se répartissent évidemment dans la panoplie, dans l'imaginaire du cinéma hollywoodien. Les qualités héroïques se répartissent dans des stars qui sont des fictions. Une star, c'est une fiction, et on peut partir de ça. Grant lui-même, qui avait beaucoup de recul sur la fabrication de son image, disait, c'est une phrase qui a été souvent citée, mais qui, après vérification, semble exacte. Grant lui-même disait, c'est très difficile d'être ce que je suis. On n'est pas Cary Grant comme ça, même c'est très difficile pour Cary Grant d'être le personnage de Cary Grant. Donc une star, c'est une fiction. Effectivement, on ne va pas examiner la biographie de Archibald Leach, qui est le véritable nom de Cary Grant, comme vous le savez sans doute, mais le devenir de Cary Grant dans l'histoire du cinéma donc hollywoodien, par rapport, je les cite pour qu'on ait quelques repères, après je vais les abandonner à regret, mais par rapport à James Stewart, qui peut incarner dans les années 30-40 l'innocence, la maladresse empathique, une forme de lyrisme, par rapport à Clark Gable, qui incarne une virilité conquérante, un sens de l'action et un équilibre de machisme et de juvénilité, par rapport à Gary Cooper, qui incarne une forme profonde d'innocence, d'authenticité, d'héroïsme naturel, ou par rapport à James Cagney, pour prendre des acteurs un peu contemporains essentiels, qui incarnent la violence, l'énergie, la rapidité, l'ébullition, la rébellion. Donc Cary Grant, né Archibald Leach, est une fiction, puisque cet Anglais de souche très modeste
est devenue une star américaine, incarnation de l'élégance et du raffinement social, que cet artiste de cirque et de music-hall, sans avenir de son point de vue dans sa jeunesse, est devenu une superstar de la comédie raffinée. Alors, pour examiner un instant la figure de Cary Grant avant qu'il ne soit le Cary Grant que nous connaissons tous. C'est-à-dire que, alors je laisse de côté ses débuts en Angleterre, après vous avoir signalé, donc, vous allez voir qu'on va le recroiser, qu'il est l'artiste de cirque de music-hall. Mais lorsque Cary Grant est à Hollywood, lorsqu'il devient acteur de cinéma pour le système des studios, au début de sa carrière, c'est-à-dire dans les années 30, 31, 30, 31, 32, 33, 34, les rôles qu'il interprète, il devient assez vite dans ces années-là. Un acteur repéré par la presse et par le public pour son charme, pour sa beauté physique, pour son élégance. Et il interprète majoritairement dans ces années-là, je ne vais pas vous faire une liste évidemment, il faut me croire, des rôles de playboy. Face à des actrices féminines au tempérament très très marqué, avec Marlène Dietrich dans Blonde Vénus, avec Mae West, la superstar qui provoquait la censure juste avant que la censure n'arrive dans les années 30, 31, 32, donc avec Marlène Dietrich dans Blonde Vénus, avec Mae West dans par exemple She Done Him Wrong, voilà des incarnations du premier Cary Grant. Lorsque Cary Grant d'ailleurs se voit à l'écran dans sa première incarnation, This is the Night, qui est une comédie sophistiquée qui est faite par la Paramount, de style entre Lubitsch et Mamoulian. Donc il joue un rôle un peu secondaire, il est le mari d'une femme infidèle. Donc ce qui n'est pas, vous voyez, le schéma qui se répétera dans les années 40. Grant est plutôt celui pour lequel une femme devient infidèle, ou celui qui cherche à ce qu'une femme devienne infidèle. Là, en 32, il est le mari d'une femme donc infidèle, dont on pense qu'il n'est pas au courant que sa femme est infidèle. Malheureusement, pour l'auteur du méfait, Cary Grant est un sportif de haut niveau dans ce film, lanceur de javelot. Donc c'est sous cette forme qu'on le voit apparaître dans le film. Et petite trace de son premier métier, ses premières activités, il arrive et il chante. Quand Cary Grant s'est vu à l'écran, il a décidé d'abandonner le métier d'acteur et de ne pas poursuivre. Donc on l'a convaincu, ses amis l'ont convaincu de continuer, et il est devenu, pendant les quelques années inaugurales de sa carrière, cet acteur, ce playboy auprès de Marlène Dietrich, ou cet homme séduisant et un peu timide auprès de Mae West. À la même époque, chose sans doute la moins connue, dans des films souvent mineurs, un peu donc oubliables, en 34-35, on a Cary Grant dans des rôles, dans des films d'aventure ou d'action, The Eagle and the Hawk, The Last Outpost, des films qui vous disent sans doute rien, qu'on ne voit pas très souvent, dans lesquels il est tout à fait digne, tout à fait à sa place, mais dans lesquels, ce ne sont pas des films essentiels avec des metteurs en scène essentiels, et Grant est à sa place, mais ne produit pas des interprétations héroïques qui deviennent des modèles, qui deviendraient un canon. C'est-à-dire que s'il a à voir, ce qui à mon avis n'est pas vraiment le cas avec l'héroïsme épique, l'héroïsme donc aventureux, c'est pas dans ces films-là que ça se dessine ou que ça s'impose. Donc, vous voyez, avant 35, j'ai soigneusement pris des films, c'était 30, 31, 32, 33, 34, 35. Avant 35, Grant est un séducteur, un playboy à l'écran et un aventurier en mode mineur, si vous voulez. Et qui n'a pas à voir donc avec l'héroïsme épique, ni avec quelque héroïsme marquant que ce soit d'ailleurs. En 1935, il considère à juste titre que le film, l'interprétation qui le fait passer, je dirais, qui le fait entrer de plein pied dans le monde de l'aventure et dans le monde d'une fiction qui soudain a du cachet, a de l'épaisseur, a de l'aura. C'est un film de George Cukor qui s'appelle Sylvia Scarlett, en français donc Sylvia Scarlett, interprétée par Katharine Hepburn, qui est un film qui à l'époque n'a pas eu beaucoup de succès, ce que George Cukor, son metteur en scène, regrettait, qui est un film très élaboré, qui est une comédie très fine, à la tonalité un peu flottante, mais ça n'est pas, si on rentrait dans les catégories
par lesquels on aborde la comédie classique, la comédie de séduction, la comédie de remariage, la comédie burlesque. C'est un film un peu difficile à situer, ce Sylvia Scarlett, qui est construit, pour vous le dire de quelques mots, autour du personnage joué par Katharine Hepburn, qui est une jeune femme qui perd sa mère au début du film et qui va se couper les cheveux, se travestir en garçon. Donc, la question du travestissement et du flottement autour de l'identité sexuelle est importante dans la comédie classique américaine. Elle est centrale dans ce film-là. Donc cette jeune femme déguisée en jeune homme va attirer les regards, par exemple, d'un peintre qui est un peu gêné d'avoir envie de la peindre, mais de ressentir une attraction trouble à son égard. Et sur son chemin, elle croise, avec son escroc de père, une figure interprétée par Cary Grant, qui est un personnage qui est une crapule séduisante, une crapule élégante, donc élégante, mais avec les habits un peu abîmés. Qui, comme les aristocrates espagnols à la Don Quichotte, qui joue l'élégance, même si l'habit est élimé. Bon. Il a, ce personnage, dans Sylvia Scarlett, une vision cynique du monde, mais il déploie une énergie extraordinaire. Il chante, il danse. C'est un des films dans lequel Grant chante et danse. Et c'est pas long, mais c'est la trace essentielle de sa formation qu'il transcendra. C'est-à-dire qu'on va voir dans des extraits qu'on va donc analyser ensemble, c'est que le métier, la formation de danseur de Cary Grant est centrale dans la fabrication de sa staritude, son héroïsme de cinéma, mais pas forcément en interprétant des danseurs. Dans Sylvia Scarlett, il interprète une crapule qui chante, qui danse, à la morale flottante, mais à l'énergie communicative. Et sans doute que, pour en terminer cette introduction, le personnage qui, dans le cinéma hollywoodien qui suit, pour vous donner une idée, correspondrait le plus à ce que Cary Grant incarne dans Sylvia Scarlett, c'est Honest John, grand coquin dans Pinocchio de Walt Disney en 1940. Il y a vraiment quelque chose de ce personnage, donc dans le film de Walt Disney, évidemment, c'est un renard, mais il y a vraiment quelque chose donc de ce personnage qui est un faussaire, qui joue l'élégance avec des habits donc abîmés, très très habile dans ses gestes, et qui est un vrai coquin, qui est une vraie crapule, et qui, même odieux, paraît sympathique, et qui a une vision cynique du monde. Voilà. Après ce film-là, après 1935, Grant va devenir, dans ses choix de carrière, absolument rétif, étranger au film, à ce qui serait l'approche la plus immédiate de l'héroïsme, c'est-à-dire au film épique, au film d'aventure, et au western. Il n'y a pas de western avec Cary Grant. C'est une question essentielle quand vous parlez de cinéma américain. Vous pouvez repérer, surtout quand on est dans les années 30, les années 40, les années 50, les acteurs qui s'aventurent dans le western, ceux qui y sont associés complètement et ceux qui ne s'y aventurent pas, ou ceux qui y font un passage économe. Ça vous dit quelque chose d'essentiel dans la manière dont tel ou tel héros cristallise telle ou telle chose de l'âme américaine. Donc, on se reposera la question en fin de parcours de cette absence de Cary Grant au western par rapport à d'autres acteurs. Et la question n'est pas, enfin la réponse, pardon, n'est pas uniquement de dire Grant est étranger au western parce que son accent, l'accent qu'il s'est fabriqué, comme son nom est une fabrication, comme son personnage est une fabrication, l'accent de Cary Grant est ce qu'on appelle mid-Atlantic, c'est un équilibre d'accent anglais et d'accent donc américain, et évidemment on l'imagine moins superficiellement dans un western, c'est pas la seule raison. Donc il est étranger au western, à l'aventure, au film épique, il y reviendra 2 fois. Dans des interprétations, 2 fois dans la partie importante de sa carrière, dans des interprétations que vous ne connaissez peut-être pas. Et pour l'une d'entre elles, je vous aurais dit il y a quelques mois que c'était pas grave, donc j'ai revu le film évidemment pour préparer cette conférence. Et donc c'est un film en 1940 qui s'appelle en français L'arbre de la liberté dans certains pays francophones, dans d'autres pays francophones, Howard le révolté, en anglais The Howards of Virginia, la famille Howard de Virginie, donc film de Frank Lloyd sur la guerre d'indépendance, dans lequel Grant donc est en costume 18e siècle. C'est un personnage, alors la révolte lui va bien, mais l'époque héroïque, l'énergie du film historique ne lui vont pas bien. Et le film ne marchera pas, Grant ne s'y sentira pas à l'aise, il ne voudra pas renouveler l'expérience. Il le fait 17 ans plus tard dans un film
Là, on va vers la fin de carrière, qui s'appelle en anglais The Pride and the Passion. En français, je crois, j'aurais dû vérifier, ça s'appelait Orgueil et Passion, oui, de Stanley Kramer, avec Cary Grant, Sophia Loren et Frank Sinatra. Avec humour, on pourrait dire que dans ce film, Frank Sinatra est beaucoup plus inadapté au film épique historique que Cary Grant. Mais pour les questions qui nous occupent, dans The Pride and the Passion, qui se passe à l'époque guerre napoléonienne, et qui est construit autour du trajet d'un canon géant que les rebelles à Napoléon convoient dans la géographie espagnole. Grant est un officier britannique qui vient aider. Et donc le film, c'est les aventures de ce canon. On se dit, qu'est-ce que Grant va faire dans cette histoire? Comment est-ce qu'il s'en sort? C'est assez élégamment fait, et ça vous donne l'angle sous lequel on va travailler. C'est qu'au début, ce personnage de Grant, très élégant dans le costume de l'officier, apparaît dans une diligence, et on le voit déjà, il est mal à l'aise dans la diligence, les chaos de cette diligence. C'est-à-dire que le personnage Grant sait très bien que pour rentrer dans un film historique, pour que le public l'accepte dans un film historique, il faut une précaution oratoire visuelle. Donc on commence par mettre Grant en costume, et avec le metteur en scène, il convient que son apparition sera celle d'un Cary Grant pas à l'aise, dans une situation où son élégance est bouleversée par la calèche qui le secoue. Bon. Ensuite, quand les rebelles dirigés par Sinatra le provoquent, il dit, tu viens nous diriger, mais toi, l'anglais, lui dit Frank Sinatra en se revendiquant lui comme espagnol. Et donc il lui dit, voilà, on t'a trouvé une monture. Et c'est un tout petit cheval, un poney sur lequel Grant, évidemment, avec sa grande silhouette, est trop grand. Donc il y a toutes ces précautions comiques, ce mode d'installation comique qui permet à Cary Grant d'exister de manière efficace dans ce film. Et les derniers plans du film vous le montrent vraiment dans une rhétorique, dans une série de conventions visuelles qui, là, le font vraiment, lui fabriquent un devenir donc héroïque, en silhouette sur l'horizon qui mène la troupe. Il y a un devenir donc héroïque. C'est le seul film que je connaisse dans l'œuvre de Cary Grant où il s'accomplit en personnage héroïque et historique, mais vous voyez, ça passait par quelques précautions oratoires filmiques. Bien. Alors, Sylvia Scarlett, c'est 1935. Ce que je vous propose, c'est de prendre la fabrication de l'héroïsme de Cary Grant, action et burlesque, à travers la rencontre avec, pour installer les fondements de son personnage et de son mode d'acteur, donc à travers la rencontre avec 3 cinéastes qui ont vraiment fabriqué le personnage de Cary Grant. Le premier, c'est Leo McCarey, avec lequel Grant tourne 2 films. Donc le premier, le plus connu, qui est un film très très commenté dans le champ des études sur la comédie classique américaine, qui s'appelle The Awful Truth, cette sacrée vérité, The Awful Truth, 1937. Qui appartient, alors là c'est très facile, à l'inverse de Sylvia Scarlett, c'est très très facile de situer The Awful Truth dans la panoplie des sous-genres de la comédie. C'est une comédie de remariage avec un couple interprété par Cary Grant et Irene Dunne, beau et séduisant, marié depuis un certain temps, dont le couple dysfonctionne, et glamour, mais subtilement abîmé, subtilement usé. Donc le couple va se séparer, et c'est l'histoire d'une reséduction, d'une reconquête pour un genre qui se crée à Hollywood à partir des années 20, et dont ce film, dans les années 30, est une des incarnations les plus brillantes. Et dans ce film, l'acteur Grant crée véritablement, sous l'égide de McCarey, son personnage. Alors il le crée, comme ça a souvent été signalé, à l'imitation de son metteur en scène. C'est-à-dire que les techniques de jeu, les caractéristiques de jeu de Grant sont à l'œuvre dans ce film. On va voir donc un extrait. Mais le personnage de Grant, sa manière de parler, sa manière de se coiffer, sa manière de jouer avec le costume, sont imités du personnage de McCarey. Vous pouvez prendre des photos de Leo McCarey jeune, dans les années 30, avant que l'alcool ne fasse ses ravages sur ce créateur. Et vous pouvez, c'est vrai, il se ressemble énormément. En se documentant, comme tout historien du cinéma se doit de le faire le plus possible, enfin, la fabrication de Grant s'est faite à l'imitation de McCarey. Alors, dans The Awful Truth, Grant crée son personnage de séducteur coquin, raffiné et comique. Et en plus, cette notion d'imitation est très importante, parce que il y aura ensuite chez Cary Grant une dimension qui
qui est assez peu présente dans les autres stars, dans les autres cristallisations d'imaginaire que sont les stars que j'ai citées, qui est le jeu avec son image, le fait que le double fond, alors on peut dire que ce double fond, ça met donc en péril l'authenticité, l'immédiateté, l'innocence de l'image qu'un acteur peut produire. Et l'innocence de Cary Grant, c'est effectivement une question complexe que je vous propose de laisser en suspens pour voir comment on conclura dessus. On comprend mieux si je dis l'innocence de James Stewart ou de Gary Cooper. Où est l'innocence de Cary Grant? Et alors, elle est évidemment compliquée, sciemment, volontairement mise en péril, du fait que c'est un acteur qui joue avec son image, qui n'est donc pas dans la coïncidence héroïque, dans la coïncidence que l'héroïsme réclame. Et il en joue de manière diverse. Le cas... Enfin, anecdotique, mais symptomatique, le plus connu. C'est dans un film de Howard Hawks qui arrivera quelques années après, en 1941, qui s'appelle His Girl Friday, La Dame du Vendredi, où le dialogue qui fuse est nourri par les acteurs un peu eux-mêmes, et Cary Grant, dans son dialogue, inclut le fait, il se met à commenter un personnage, il dit là, le type que j'ai rencontré, Archie Leach. Donc Archie Leach, bien sûr, c'est lui. Donc il s'inclut lui-même, son identité donc originelle, il l'inclut dans le dialogue. Donc ça fait partie de l'incoïncidence, la non-coïncidence de Cary Grant. Alors, on va examiner un extrait, je vais projeter un extrait de The Awful Truth, qui représente quoi? Donc, nous sommes dans un club où Grant et son ex-femme, donc, enfin, Grant est avec son ex-femme, joué par Harrington, et il y a le type qui courtise son ex-femme. Qui est un véritable donc innocent, en tout cas attaché à des valeurs intègres et profondes. Et Cary Grant est là pour assister au spectacle de sa nouvelle copine, qui est une chanteuse et danseuse légère. Donc, ce qui va être donc intéressant, c'est de le voir regarder le spectacle de cette jeune femme avec les jeux de vent qui soulèvent la jupe, et réagir à ce spectacle-là, et interagir avec la réaction de ses partenaires, Harrington et le nouveau soupirant. Donc si on peut regarder, s'il vous plaît, l'extrait numéro 3. I used to dream about a cottage small by a waterfall. But I wound up with no home at all. My dreams are gone with the wind. All through my life I drifted with the tide. I let romance take me for a ride. I'm just a fool with nothing to hide. My dreams are gone with the wind. Once my love and I would stroll beneath the sky, hand in hand together. But now I'm all alone, and when romance has flown, there's bound to be stormy weather. I thought my pathway would be paved with gold. I cast my dreams in a lovely mold, but now I know I'm out in the cold. I just met her. My dreams are gone with the wind. Gone with the wind. Bien. Alors, le personnage de Cary Grant, c'est celui qui est au milieu du cadre, n'est-ce pas? Donc, de part et d'autre, Harrington et l'autre acteur, Ralph Bellamy, qui est un acteur qui, à cette époque, était, comme on dit en franglais, typecasté, donc qui était régulièrement distribué dans les rôles du soupirant profondément américain, relativement riche, attaché à des valeurs, envisagé et conduit. Donc, donc la manière dont je le présente, j'essaie de vous dire quelque chose de ce qu'on peut ressentir de la mise en scène. C'est-à-dire que dans le cadre, vous avez Cary Grant au milieu, la femme d'un côté, et de l'autre, un personnage, alors lui qui coïncide de manière figée avec lui-même. Alors que Cary Grant est totalement, même s'il reste assis dans cet extrait, est totalement dans un jeu de mobilité, que ce soit la mobilité du haut du corps ou la mobilité des yeux. Comme on va le voir tout le long des extraits sur lesquels on va s'arrêter, le jeu de Cary Grant
un jeu extrêmement virtuose qui est séparable entre le jeu de son visage et le jeu du bas de son corps, le jeu de ses jambes. Alors là, les jambes ne jouent pas. Je vous ai préparé quelques extraits, évidemment, où les jambes jouent de manière magnifique, mais là, c'est le haut du visage qui joue, et au fur et à mesure des extraits qu'on va travailler, on va voir comment les cinéastes et les monteurs ont choisi de travailler Cary Grant en plan moyen, en plan assez large, où le corps peut jouer globalement, ont choisi de couper sur son mouvement, ou de couper une fois qu'il s'est arrêté, ou ont choisi de filmer le visage, et de couper et de filmer le visage en mouvement, ou de monter le visage dans les postures extrêmement, je vais prononcer un terme qui va revenir beaucoup aujourd'hui, graphiques, dans les postures très graphiques dans lesquelles son visage va se caler, se figer, se créer. Bon, ici, vous avez un très bon exemple donc de Grant devenue la star Grant avec son charisme, avec l'élégance vestimentaire qui va le caractériser pendant toute sa carrière, et avec une technique de jeu qui joue sur la complicité, qui joue sur l'innocence, puisque nous avons en face de notre trio donc la chanteuse Dixie Lee, qui est d'une vulgarité coquine, une vulgarité un peu légère, dont la chanson, ce film de 1937, joue sur Gone with the Wind, le film Autant en emporte le vent, alors en production. Et face à eux, on a notre héros, on a un personnage de Cary Grant qui est gêné, qui joue la gêne, plutôt. Je commente. Il y a une sorte de dialectique qui s'établit. Évidemment que Cary Grant, le personnage, est moins gêné de la vulgarité légère de cette personne, que ravi de gêner les deux personnes de part et d'autre de lui à la table. Le jeu complice, c'est qu'on sent très bien qu'il y a une forme d'innocence de la gêne. I just met her, je viens de la rencontrer. Non, il l'a choisie sciemment. Et en même temps, il redécouvre dans l'action le fait, ah oui, elle est légère et vulgaire comme ça. Et en même temps, il jouit du fait que, vous voyez, il regarde Irene Dunne, la prenant à témoin de la gêne que Dixie Lee produit, et ravi de pouvoir la prendre à témoin, sachant que le spectateur jouit du fait, elle est vraiment comme I just met her. Donc c'est une sorte de boucle, si vous voulez. Le regard de Cary Grant hésite, se pose sur elle. Oui, elle est comme ça, je l'ai juste rencontrée. Et le spectateur joue à ce moment-là du fait qu'il l'a juste rencontrée, mais absolument pas. Donc, la complicité, c'est nous sentons que Cary Grant est gêné, et jubilatoirement gêné de la vulgarité de cette jeune femme. Nous sommes ravis qu'il ait choisi cette personne-là parce que nous pouvons le voir gênant la femme qu'il veut reconquérir. Deuxième extrait de la collaboration de Cary Grant avec Léo McCarey. Donc cette fois, ce que vous allez voir, c'est vraiment sur le jeu du visage, puisque là, le visage est monté. Un Cary Grant qui arrive dans un endroit et qui va assister à un spectacle qu'il aurait souhaité ne pas voir. Et donc, vous avez des expressions de son visage, et les coupes se font sur les expressions de son visage. Donc le film en question s'appelle My Favorite Wife, 1940, qui est un film que McCarey n'a pas pu réaliser, donc il l'a produit, il est l'auteur de l'histoire, il a participé au remontage du film, My Favorite Wife. Et donc, de quoi ça parle de Cary Grant qui se croit veuf au début du film. Sa femme Irene Dunne, encore, est portée disparue depuis un certain temps. Et donc il va se remarier, parce qu'elle est noyée en mer, sauf qu'au début du film, après des mois et des mois et des mois d'absence, elle revient. Ses enfants ont grandi, mais donc laquelle des deux femmes, la manière dont je le présente, la réponse est évidente, mais laquelle des deux femmes Cary Grant va-t-il garder, de celle qu'il doit épouser au début du film, ou de celle qui passe pour morte depuis des années et qui réapparaît. Et donc c'est une nouvelle forme de comédie de remariage. Là. Et un peu plus tard, Grant apprend que sa femme, sur l'île déserte sur laquelle elle a survécu un certain temps, n'était pas toute seule. Il y avait un homme. Donc il va voir qui était cet homme, en espérant évidemment que c'est un homme impossible à regarder. Malheureusement non. Et donc vous allez voir Cary Grant qui va voir au bord de la piscine le personnage de type qui était avec sa femme, qui est interprété par Randolph Scott. Donc si l'on peut voir l'extrait numéro 4, s'il vous plaît. Right here, son. Break it? Yeah? Call for you, sir. All right. Hello? Hello? Nobody on this line, son. I'm sorry, sir. Thanks, but they'll probably call again.
Well, I feel it's about time for a dip. Do you know it isn't? Young man, why the white? Young man, is that Johnny Weissmuller? No, I wish it were. Donc il est obligé d'applaudir. Donc je pense que vous aurez vu ce que je voulais dire en disant que cet extrait-là, le jeu de Cary Grant, était fondé sur l'interaction entre la dynamique graphique de son visage, les expressions graphiques de son visage et la manière dont Léo McCarey décide de monter. C'est un travail de champ contre champ, de vision et de plan de réaction sur le visage de Cary Grant. Ou plutôt, si on veut donc analyser même plus précisément la mise en scène, ça commence sur l'énergie de Cary Grant, la manière dont il rentre rapidement dans le cadre, énergique, pressé de voir de qui il s'agit. Ensuite, il est obligé de se figer et de regarder l'énergie passe de l'autre côté, le sportif, et l'admiration que Cary Grant ressent malgré lui, c'est le moment où l'énergie du type qui fait son plongeon se communique à Cary Grant qui se met à bouger, à faire le même mouvement que le mouvement de Randall Scott sur le plongeoir. Donc là, vous avez, par rapport à l'extrait précédent, qui était l'extrait précédent beaucoup plus sur la complicité établie par la tête, par les yeux, par le visage, la boucle que ça faisait avec le spectateur, ici, un montage fondé sur le jeu graphique des expressions de Cary Grant. Et s'y ajoute une dimension de variation ludique sur l'identité. Je vous disais que Grant, c'est un acteur dont la fabrication donc héroïque a son double fond, son triple fond. Alors, l'extrait juste avant, ça jouait sur Gone with the Wind. Là, ça joue sur Johnny Weissmuller. Pour tout le monde, Johnny Weissmuller, champion donc olympique, qui était très célèbre à l'époque pour le rôle de Tarzan. Donc, comprenez, si c'était Johnny Weissmuller, cet homme-là n'aurait pas passé des mois sur une île avec sa femme. Donc, pour ça, il aurait espéré que ça ne soit pas Johnny Weissmuller. Mais c'est Randolph Scott. Donc, ça ne vous surprendra peut-être pas, cet extrait est souvent utilisé dans des documentaires américain d'histoire du cinéma sur ce qu'on appelle The Closet Part of Hollywood. Alors, ce qui n'est pas secret du tout, ça c'est une invention de l'histoire française du cinéma donc américain, à savoir que le cinéma donc hollywoodien, qui a un imaginaire majoritairement hétérosexuel et auquel le Code Hayes, pendant longtemps, interdisait un certain nombre de sujets, est un cinéma qui n'a pas du tout occulté les autres types de séduction, qui les a traités d'une autre manière. Et donc, n'importe quel spectateur en 40 pouvait être sensible au fait, et pour ça qu'on prend dans cet extrait, qu'on a un montage d'un mari jaloux devant la virilité surexpressive de cet homme qui a passé des mois sur l'île déserte avec sa femme. On a un Cary Grant absolument éberlué, conquis, en sueur, de l'exploit physique de Randolph Scott sur le plongeoir. C'est un montage d'une certaine manière d'émoi sexuel, à savoir que Randolph Scott et Cary Grant étaient amis, ont vécu ensemble un certain nombre d'années. Ça fait partie des choses sur lesquelles les biographes planchent depuis longtemps. L'identité sexuelle de la star Cary Grant, quelque chose de très important, c'est un séducteur hétérosexuel extrêmement brillant et irrésistible. L'homosexualité fait partie dans un certain nombre, ou la suggestion homo-érotique fait partie de son identité de star dans un certain nombre de films. Il en a lui-même parlé avec beaucoup d'humour vers la fin de sa carrière. Et donc, on va en croiser quelques autres exemples. Mais ça fait partie de son identité de star. Vous voyez, c'est totalement, pour le dire très simplement, en tant qu'historien du cinéma qui essaie de faire les choses le plus possible depuis la connaissance de l'intérieur de l'Amérique, l'histoire du cinéma donc américain, il est impossible d'occulter tous ces aspects-là de la production classique donc hollywoodienne. Ils sont très présents dans les films. Après, on est nombreux à être hostiles aux surlectures contemporaines qui veulent réinventer des images de stars. L'homosexualité de John Wayne donc à l'écran, si vous voulez, ça n'existe pas. Pour Cary Grant, c'est essentiel.
c'est essentiel dans la fabrique de son image de star, ce séducteur hétérosexuel qui a une identité qui intègre notre type de séduction. Et donc ici, le jeu étant que ça soit avec son ami et partenaire de cohabitation ou plus, mais au fond, là, on s'en fiche. Ce qui est important, ce qui se passe dans le film. Donc, Randolph Scott, futur acteur de western, lui. Voilà. Alors ça, c'est pour le travail avec Leo McCarey. Donc vous voyez, 37 The Awful Truth, 40 My Favorite Wife. Donc j'ai mis l'extrait de My Favorite Wife là parce que je voulais rester sur le chapitre Leo McCarey. Entre 37 et 40, il y a 38 et 39, c'est-à-dire la rencontre avec Howard Hawks. Donc en 37 se met en place la figure du héros comique, charmeur, élégant, séducteur, dans une relation de fausse innocence complice avec le public, The Awful Truth. Et ensuite, il y a des variations dessus. En 1938, vous avez la première grande collaboration de Cary Grant avec Howard Hawks. Il y en aura plusieurs. Donc Hawks, qui est un cinéaste qui a une carrière, bon, je ne vais pas vous présenter Hawks, mais qui a travaillé dans tous les genres, mais dont une des caractéristiques, et sans doute la caractéristique la plus importante pour nous ce soir, c'est de redire à quel point Howard Hawks, quel que soit le genre dans lequel il a travaillé, si j'accepte, alors je n'ai pas vu tous ses films, mais enfin une grande partie, et à part un film comme La Terre des Pharaons, 1955, la majeure partie des films de Howard Hawks, indépendamment du genre dans lequel il travaille, western, film noir, etc., c'est un cinéaste qui a une approche de comédie. Soit il fait des comédies, soit une approche très comédique, pour faire un néologisme, du rapport entre les humains. Donc son rapport à la mise en scène, sa conception des personnages est fondée sur l'action physique, sur la prestance physique, l'action physique, sur des formes de comportement mécanique ou pulsionnel, ou de réduction en mécanique au pulsionnel. Les héros, par exemple, physiques chez Howard Hawks, sont des gens qui font bien leur métier, accomplissent leur action, c'est quand ils maîtrisent leur héroïsme physique, ou alors ça dysfonctionne. Un personnage dont la prestance physique est réduite à dysfonctionner dans un milieu dans lequel il n'est pas à l'aise, où il peut être donc handicapé. Et dans la comédie, la conception de Hawks creuse complètement ce ressort essentiel de la comédie classique, enfin quand je dis de la comédie classique d'ailleurs à toute époque, bien avant donc Hollywood, mais de la comédie donc américaine qui est The Merry War, pour prendre cette sublime expression à Shakespeare, la guerre joyeuse entre l'homme donc et la femme, qui est le centre de la comédie classique américaine. Donc dans le duo Hawks-Grant, c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc le film sur lequel se fabrique cette collaboration, c'est le film sur lequel le séducteur élégant et raffiné qu'est Grant McCarey dans The Awful Truth devient un héros burlesque. C'est Bringing Up Baby, l'impossible Mr. Bébé de 1938, réalisé par Howard Hawks. Bringing Up Baby, qui est un film dont l'origine scénaristique multiple est sans doute à trouver dans une comédie de Cecil B. DeMille de 1923 qui s'appelle Adam's Rib. Adam's Rib, en français, ça s'appelait la rançon d'un trône ou autre invention improbable, mais dans lequel, donc dans le Adam's Rib de 1923, comme dans Bring Up Baby de 1938, on a un archéologue obsédé par la reconstruction d'un squelette de dinosaure et dont la vie est encombrée de problèmes divers. Donc dans la version Hawks, Bring Up Baby, nous avons Cary Grant dans le rôle archéologue qui reconstitue, obsédé par la reconstitution du squelette de dinosaure. Le dernier os, la dernière pièce du puzzle arrive au début du film. Malheureusement, pour Cary Grant, Katharine Hepburn entre dans sa vie. Et donc, comme on est dans une logique burlesque, je traduis le burlesque en termes de cinéma, donc il arrive des choses à partir de là, au corps de Cary Grant, au rapport entre le corps et le décor. C'est une cascade de dérèglements physiques, une cascade de mise en danger du corps et du décor. Et comme je vous ai dit que son obsession était de reconstituer ce dinosaure dans le musée, au début tout va bien, l'os arrive, puis après l'os évidemment
connaît des aventures multiples, et le film se termine à nouveau dans le musée où le squelette est pratiquement reconstitué. C'était la seule chose qui avait tenu aux assauts de Katharine Hepburn. Et bon, je viens de vous révéler la fin, le squelette succombe. Alors, la figure de Cary Grant, elle est, sur les conseils de Hawks, fabriquée là à partir du modèle de Harold Lloyd, avec ses lunettes rondes, c'est-à-dire le séducteur élégant de The Awful Truth est mis en danger physiquement, et il prend quelque chose de... alors, j'aime pas le terme surjeu parce que ça suppose qu'il y ait une norme, donc je le dis et je l'annule, mais il y a dans le personnage de Cary Grant, donc le séducteur devenant hurluberlu, dont l'innocence est un problème et se met à être un peu n'importe quoi, dirons-nous, avant que je précise en commentant un extrait. Et dans The Awful Truth, la voix de Cary Grant, son phrasé était très maîtrisé. Dans le burlesque créé avec Howard Hawks, son phrasé, qu'il s'agisse de mots courts, de formules courtes qu'il lâche dans l'action, ou de longues phrases que la diction élégante de Cary Grant est capable de dire, même les longues phrases sont lâchées comme des interjections, et c'est ce qu'on peut appeler le phrasé fusé de Cary Grant, qui lâche ces phrases très élégantes, mais avec une énergie qui les rend instables. C'est comme des lâchers de fusée. Donc je vais vous montrer un conflit de voitures. En plusieurs reprises, les voitures sont importantes chez Howard Hawks, la guerre amoureuse aussi, les deux ensemble, imaginez. Donc, on a notre personnage de Cary Grant, il est au golf, il doit discuter avec un type qui doit financer le musée. Malheureusement, il y a Katharine Hepburn. Donc, il doit aller, a priori, chercher sa voiture. Puis, donc, a priori, le début, c'est Cary Grant doit conduire une voiture. Tout va bien. Puis ensuite, il doit déplacer la voiture, celle de Katharine Hepburn étant à côté, sauf qu'elle s'est mise dans sa voiture à lui. Et ça va s'inverser, puisqu'au lieu d'avoir un personnage qui déplace une voiture, vous allez finir par avoir un personnage déplacé par une voiture. Et qui finit, aux yeux du personnage auquel il devait demander de l'argent, par apparaître comme un personnage qui flotte, déplacé par une voiture au fond du cadre, de manière extravagante. Personnage de Katharine Hepburn déferlant sur la vie de Cary Grant et entraînant une cascade de dérèglements qui va mettre le corps de Cary Grant en difficulté, qui va le ridiculiser, qui va le dégrader. Donc, si l'on peut voir, s'il vous plaît, l'extrait numéro 5. What did you say? I said, if you move it back about 4 feet, I'll be able to get out. I'm in a terrible hurry and I can't budge. Oh, you want me to move your Would car? you mind terribly? Well, yes, I will, but... Oh, that'd be awfully kind well, of take you. it very easy with that car. Yes, I'll go slowly. No. What are you doing? Well, I have to get into position. Oh, please be careful. I will. Now, you say when. That's all right. Am I clear? Yes, you're clear now. You Clear? ready? Yes. Oh, good. Okay. Oh! Now, look what you've done. Oh, that's all right. I'm insured. Well, I don't care whether you're insured or not. Look, let me drive this car. Oh, it's all right. It's an old wreck anyway. What? Doesn't matter. Well, you don't understand. This is my car. You mean this is your car? Of course. Your golf ball? Your car? Is there anything in the world that doesn't belong to you? Yes, thank heaven, you. Now, don't lose your temper. Well, my dear young lady, I'm not losing my temper. I'm merely trying to play some golf. When you choose the funniest places, this is a parking lot. Will you get out of my car? Will you get off my running board? This is my running board. All right, honey, stay Oh, there. oh, Mr. This is my car, You want to come with My me? dear Come young with lady, me. I'll be with you in a minute, Mr. Peabody. Donc vous voyez le contraste, le contraste évidemment avec l'extrait de Awful Truth, mais vous voyez comment la dimension de star, l'identité de star et la virtuosité de star gagnent en couche. On a la maîtrise du séducteur innocent complice dans Awful Truth. Là, on devient le Harold Lloyd burlesque que Hawks traite, vous voyez, plus en plan large ici, pour que le corps puisse jouer évidemment avec le véhicule, et travaillant un phrasé court-long, beaucoup plus énergique, donc qu'est-ce que je proposais d'appeler le phrasé fusé. De manière, je ne vais
pas prévu de vous montrer d'extrait, mais je le signale, c'est un film que Howard Hawks travaille avec Cary Grant l'année suivante, et qui montre à quel point, alors même, enfin qui montre d'abord pour enfoncer des portes ouvertes, mais ça, c'est bien de le refaire, toute la richesse permanente d'invention du cinéma classique, c'est-à-dire à peine un metteur en scène, une star fabrique un film burlesque aussi élaboré que Bringing Up Baby, à peine font-ils évoluer de manière aussi forte, aussi riche l'image d'une star qui se fige pas, parce qu'on dit souvent donc Hollywood multiplie les formules, certes, mais on invente toujours en même temps. Tout de suite après, Hawks travaille avec Cary Grant, un autre type de héros, dans un film qui s'appelle Only Angels Have Wings, seuls les anges ont des ailes. Sublime film de Howard Hawks, un des plus beaux, je pense. Et sur les avions, là, c'est pas les voitures, sur les pilotes, la peur de voir quelqu'un rentrer ou pas revenir, l'amertume des histoires amoureuses autour de ça. Et Cary Grant joue un héros exotique, fabriqué. Alors, il n'y a pas de burlesque, mais ça travaille sur la séduction romantique élaborée avec McCarey. Ça lui donne un costume différent, il a un chapeau, une sorte de sombrero légèrement incliné, il apparaît de manière donc inattendue au bout d'un certain temps de projection. Donc on aura du mal à classer ce héros, c'est pas un héros aventure, il n'a pas l'uniforme complet, le film ne trépide pas en scène d'action, et c'est pas non plus une comédie. Alors même que la figure de Grant est en train de se fabriquer vers des sommets comme Awful Truth et Bring a Baby, elle commence déjà à se réinventer. Bon. Un deuxième extrait de ces fabrications-là, qui est un autre extrait de Bringing Up Baby, où vous allez voir, il y a une phrase extrêmement connue dans cet extrait. Donc cette fois, le personnage de Cary Grant, cherchant son os, se retrouve chez Katharine Hepburn. Bon, il y a un certain nombre de péripéties que je ne détaille pas. En plus, les aventures ont fait ses vêtements sont mouillés, sont abîmés, donc il sèche et il a un peignoir de Katharine Hepburn sur lui. C'est dans cette tenue qu'il va rencontrer la dame dont il ne sait pas que c'est elle qui peut financer son musée. Il y a en plus Katharine Hepburn, il y a en plus un chien, donc ça fait beaucoup de personnages ou d'opposants, de problèmes dans cette séquence. L'énergie est totalement débridée dans cette séquence, c'est-à-dire que soit on a un Cary Grant, vous allez voir, qui piétine, qui trépigne, le corps qui se dépense en énergie, ça c'est le burlesque en plan large chez Hawks, soit les énergies peuvent s'accumuler quand il est assis dans l'escalier, il cherche à réagir, il cherche à dire quelque chose, en plus le chien aboie, donc on a un chevauchement des énergies sur la piste son. Et dans le montage, quand il est sur l'escalier, vous verrez, on peut aller d'un plan assez rapproché, mais qui n'est pas trop proche, où on voit un type d'énergie de Cary Grant, on coupe sur une expression un peu différente de son visage, une autre énergie sur son visage. Et puis, pour vous rappeler ce que je disais dans la fabrique à double fond de son identité donc érotique qu'on avait avec McCarey, vous allez voir qu'il répond de manière assez étonnante à la dame qui entre. Et I suddenly feel gay. Ça reste étonnant que le code Hays qui est en vigueur à cette époque-là, ait laissé passer ça, mais en même temps, on est dans une comédie, donc ça a moins d'enjeu pour le code Hays que si on était dans un mélodrame. Bon. Et puis, c'est quelque chose qui sera repris, on l'a vu dans My Favorite Wife, mais par exemple dans Arsenic and Old Lace, Arsenic et vieille dentelle dans les années 40, en 44. Ça sort en 1944. À la fin du film, vous avez un Cary Grant qui croise le chauffeur de taxi avec lequel il parle. Le chauffeur de taxi, il dit « Hello, darling ». Donc, ça fait partie. Donc, si on peut voir, s'il vous plaît, pour finir sur cette première grande étape de la fabrique de Cary Grant, si on peut voir l'extrait numéro 6. Everything's going to be all right. Yes, everything's going to be... What do you want? Well, who are you? Who are you? Well, who are you? What do you want? Well, who are you? I don't know. I'm not quite myself today. Well, you look perfectly idiotic in those clothes. These aren't my clothes. Well, where are your clothes? I've lost my clothes. Well, why are you wearing these clothes?
Because I just went gay all of a sudden. Oh, excuse me, I'm sorry. Now, see here, young man, stop this nonsense. What are you doing? I'm sitting in the middle of 42nd Street waiting for a bus. Now, shoot! Away! Come here. Who is this man? I don't know. Oh, stop it, George. Well, what's he doing here? I don't know. Susan! Susan, come back here. Stop it, George. Susan, come here and tell me. Why, Elizabeth, why, it's you. Come I've here. never been so thrilled in my life. This is amazing to see you here. Yeah. And George, dear little George. Well, why don't you come out? Cerise. Look. Quiet, I thought, of course, George. you'd stay there. Get over to now. Stop gushing and tell me. Who is I thought, this of course, man? you'd stay in New Who York. is this man? Oh, that's David. Where'd you get him? He's friend Mark's. What's he doing here? Susan brought me. I don't doubt it, but why? You see, I had a letter from Mark from Brazil. He said that David was an old friend of his, that he'd been working very, very hard in town, and that he was on the point of having a nervous breakdown. Oh, no, I'm a nut from Brazil. Well, he's very excitable, and he must be allowed to do whatever he wants to do. Where is clothes? Well, Susan took them. What's he doing in that thing? Oh, well, Mark says he should be allowed to wear an egg. L'héroïsme de Cary Grant se fabrique dans ces gestes de metteur en scène qui consistent à le mettre dans des situations où physiquement, pragmatiquement, il est dans le risque de perdre toute dignité. Dignité pour l'acteur le mieux habillé, le plus élégant, dignité vestimentaire, dignité corporelle, et où la maîtrise du jeu comique, l'expression du visage, le mouvement de son visage, la maîtrise de l'énergie corporelle, trépignant, ne trépignant plus, étant assis et en ébullition, font qu'il travaille cette complicité établie depuis Mac-Carré avec le public. Donc la dignité séductrice du personnage survit aux aventures burlesques qui abîment en surface sa stature. Bien. Le troisième metteur en scène, ça va peut-être vous surprendre, enfin vous surprendre donc un peu plus, sauf si vous connaissez bien déjà la carrière de Cary Grant. Le troisième metteur en scène qui, dans cette période-là, fabrique, nourrit, augmente, épaissit l'identité de Cary Grant, c'est George Stevens, cinéaste essentiel de cinéma classique américain. Évidemment, je me contrôle parce que je pourrais vous mettre à vous faire une conférence sur George Stevens et arrêter Cary Grant. Mais c'est un cinéaste essentiel, donc dès les années 30, et dont les films les plus connus dans les années 50 sont Giant, Géant, Une place au soleil ou Shane, l'homme des vallées perdues. Alors, George Stevens est un cinéaste qui a une carrière très étonnante. Pour ce qui nous intéresse, c'est un metteur en scène qui est d'abord, dans les années 20, fin des années 20, puis au début des années 30, un cinéaste du burlesque. C'est un gagman et directeur de chorégraphie et réalisateur pour Laurel et Hardy. Puis ensuite, ça devient un réalisateur de comédie burlesque dans les années 30, et puis de comédie, même de comédie musicale. Donc vous voyez, ce cinéaste qu'on associe aux grands films sérieux que sont Giant, Géant, Une place au soleil, au début c'est un metteur en scène de comédie, et qui est très très vite un maître qui contrôle lui-même le montage, obsédé par les questions de montage de rythme comique et de rythme comique dans le plan long, dans la durée. Et aussi, chose qui sera assez peu travaillée par Cary Grant, mais chez George Stevens, metteur en scène de comédie, au début par des gags avec des objets. Bon. L'extrait qu'on va voir maintenant est un film de 1939, qui est un film épique, une grande aventure dans l'empire colonial britannique, Gun Gadin, d'après Rudyard Kipling, Gun Gadin, et un film de George Stevens, donc, dans lequel alors, le rôle qu'on avait donné à Cary Grant, le premier rôle qu'on lui avait donné, il n'en a pas voulu. C'est-à-dire que les trois acteurs principaux sont Cary Grant, Douglas Fairbanks Jr. et Victor McLaglen. Et Grant a demandé à inverser les rôles avec Douglas Fairbanks Jr. C'est-à-dire qu'on lui avait destiné le rôle de celui qui va se marier, qui risque de quitter le monde de l'aventure pour rentrer dans le monde de la comédie conjugale, puisqu'il deviendra un héros marié, un héros domestiqué. Et donc Grant a dit non, je préfère le rôle de l'autre, c'est-à-dire celui qui lui donne des occasions comiques. Et on a vu avec Bringing Up Baby une star fabriquée héros comique et burlesque,
Et là, on a un metteur en scène qui prend une star séducteur et héros burlesque et qui le réinjecte dans le film épique. C'est un film très sérieux, mais dans lequel Stevens joue vraiment le travail de comique, enfin de mise en scène comique, pardon, autour de Cary Grant. Alors, je vous montre un premier extrait, très très bref, vous allez comprendre. C'est la découverte du personnage de Cary Grant au début, en pleine bagarre. Donc c'est un personnage qui est en ébullition comique, mais tout de suite, il faut corriger par rapport à ce qu'on a dit auparavant, en ébullition comique, en version héroïque, dans moule héroïque, puisqu'on va le chercher pour l'envoyer en mission contre les thugs, une secte terrible. Et vous allez voir, c'est un gag très connu dans l'œuvre de Cary Grant et dans la première partie de l'œuvre de Rod Stevens, qui montre un sens exact de la position dans le cadre du tempo du gag. On a un Cary Grant en train de se battre avec une carte au trésor. Bon, on parle d'une carte au trésor, puis après il tient le type avec qui il se bat, et là l'officier lui dit « Venez, lâchez ce type ». Ah d'accord. Alors, il va le faire mieux que moi, donc si on peut voir l'extrait numéro 8, s'il vous plaît. That's a fellow that sold me the map. Oh, just a minute. Let me take care of it, will you? Hey, take your hands off that map. On reste sur Gun Gadin. Vous voyez la précision à la fois du geste en plan large, en plan relativement large, et ensuite on va couper sur le moment désolé. Vous m'avez dit de le lâcher, je l'ai lâché. Une forme de retour à une innocence extrêmement précise dans sa chorégraphie. Deuxième extrait de Gun Gadin est un grand moment de burlesque de l'œuvre de Cary Grant, puisque donc à un moment il est emprisonné sur l'ordre des officiers. Et donc, Gun Gadin, donc si vous n'avez jamais entendu parler du film, ce nom, Gun Gadin, c'est le nom du porteur d'eau, donc indien, qui va se révéler héroïque et auquel la fin du film rend hommage, interprété par l'acteur new-yorkais Sam Jaffe, qu'on connaît beaucoup pour L'Impératrice Rouge ou Le jour où la Terre s'arrêta. Et donc, pour sortir de prison, Gun Gadin va aller chercher un éléphant qui arrache le mur de la prison pour que Cary Grant puisse en sortir. Et Gun Gadin, Cary Grant et l'éléphant s'en vont ensuite en éléphant vers le temple des thugs. Donc, ce que vous allez voir, c'est, après ce que vous n'avez pas vu, à savoir le décor détruit, nos deux personnages qui avancent, on passe par une convention très forte de l'aventure, ils doivent traverser un pont au-dessus d'un précipice, avec un éléphant. Et puis ensuite, ils approchent du temple des thugs. Et donc, lien avec ce qu'on a vu, les réactions graphiques, le visage graphique de Cary Grant, et une nouveauté, puisque j'ai cherché à progresser, à faire des ajouts d'ingrédients progressifs. Quelque chose qu'on n'a pas encore vu dans le héros comique Grant, l'onomatopée. On a vu la phrase fusée, l'onomatopée. C'est-à-dire que Cary Grant, une fois qu'il est, ce qui doit être le cas autour de 1941, donc là on est à l'aube de ça, il est au sommet de la maîtrise comique, rythmique, se met à fabriquer l'onomatopée. On est au-delà de la phrase fusée, à savoir la courte interjection, le cri, voire le cri animal, que ce soit, vous allez dire ici, dans l'action, que ce soit dans on le verra après, dans des domaines dans des lieux beaucoup plus sophistiqués. Donc voici la situation burlesque en soi, corps graphique, énergique, plus éléphant sur pont, sur précipice, suivi donc l'énergie d'un Cary Grant qui veut aller vers le temple thug, où il y a sans doute un trésor. Et là, la pulsion s'empare de son corps héroïque, puisqu'il est un personnage de héros dans ce film, et il se met à réagir comme un personnage, je prononce déjà le terme, mais il viendra tout à l'heure à nouveau sur Arsenic et les dentelles, comme un personnage de cartoon. Donc voici, si on peut regarder, s'il vous plaît, l'extrait numéro 9. There's no time to do a thing like that! Annie! Oh, Annie, take your foot off here, Annie! Annie, take your truck off. Oh, Annie!
That's yours and mine, and it's yours and mine. Archibald Cutter, the blooming Duke. Look at me. And Roger Gungadine, pouring diamonds on that there blinking water bag. Sahib, bugle will be very satisfactory. Come on, Dean, the world is ours. Alors cet extrait vous montre, enfin nous rappelle, et Cary Grant est absolument une figure exemplaire de ça, la capacité qu'a le cinéma hollywoodien, le cinéma classique énormément, à articuler les tonalités sans que l'une détruise l'autre. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment un film épique et héroïque, à l'intérieur duquel vous avez des glissements dans le burlesque, de l'intégration de burlesque, sans que le film épique, sans que le cadre épique s'en trouve amoindri. Et ce qui est vrai du film, l'est à l'échelle de l'aura héroïque de Cary Grant, comme on le voyait dans Bringing Up Baby, le personnage élégant, la prestance du personnage a beau subir les problèmes de voiture, de peignoir et de léopard, puisque dans Baby c'est un léopard ici, donc il a beau être contaminé par la soif d'or au point qu'il saute comme un singe et lâche des onomatopées, il n'en reste pas moins également le personnage héroïque dans un film de tonalité donc héroïque. George Stevens lui fait travailler juste après un rôle beaucoup moins, enfin c'est un film très important, beaucoup moins connu en France, La chanson du passé, Penny Serenade, Penny, P-E-2-N-Y, Penny Serenade. 1941, en français, La chanson du passé, avec Cary Grant et Irene Dunne, vous voyez, on les aura, c'est un couple important du cinéma classique, dans lequel Stevens est en train, lui, cinéaste, c'est un mélodrame, Penny Serenade, chanson du passé, de basculer dans, non plus la mise en scène du comique, la mise en scène de la souffrance, qui va être un fil directeur de ce qu'il filmera après la guerre. Et après avoir filmé, je dirais, le comique en temps long dans des plans longs, se met à filmer la souffrance en temps long dans des plans longs, ou le transfert de souffrance, le pathos de la souffrance. Donc Penny Serenade, ça raconte l'histoire d'un couple qui se rencontre comme dans une comédie romantique, qui se marient, et ce sont les catastrophes successives qui arrivent au couple, catastrophes extérieures, enfin, donc à un moment il est en poste, donc en Orient il y a un séisme, ils perdent presque tout, mais surtout le film est centré sur le rapport à la famille, à la paternité, la maternité, puisque dans le séisme elle fait une fausse couche, et puis ensuite elle ne peut plus avoir donc un enfant. Ensuite, ça va devenir donc la tragédie de cette famille qui ne peut pas avoir, ce couple qui n'a pas d'enfant. Ils vont arriver à adopter donc un enfant alors que lui se devient donc imprimeur, il n'a pas d'argent. Et puis cet enfant donc adopté meurt. On a dans ce film le travail de Stevens sur Grant, c'est de l'enlever au comique, de lui garder la prestance du séducteur, qu'il soit un imprimeur qui est sans le sou ou pas, et de développer quelque chose qu'on retrouvera tout à l'heure en conclusion, je vous l'annonce, qui est, et à quoi on ne pense pas immédiatement à propos de Cary Grant, qui est le rapport à l'émotion d'être père. L'innocence de Cary Grant, dans son image de ça, elle s'est fabriquée beaucoup là, dans les quelques rôles où il devient père. Et donc, il y a dans ce film-là une séquence magnifique où, avec sa femme, ils sont au spectacle de Noël où leur fille joue mal le nuage qui avance, et on a des plans de coupe, des plans de réaction sur Grant qui est bouleversé. Et donc ce film-là, c'est vraiment la fabrication de la dimension humaine, lyrique, sentimentale de Cary Grant. Et ensuite, une fois que l'enfant est perdu, ça devient, évidemment, il sombre dans la dépression. On a un Cary Grant qui, physiquement, vous prenez les caractères qu'on a vus et vous imaginez leur métamorphose. C'est-à-dire, le corps se fige,
le corps devient lourd, les jambes ne dansent plus beaucoup, et puis le visage exprime beaucoup moins. Le caractère graphique du visage n'est plus là. Donc, un personnage accablé, une énergie vidée. Bon, ça se termine mieux que ce qu'on peut donc imaginer, mais c'est l'apport supplémentaire que George Stevens fait à l'image de Cary Grant. Les années qui suivent, la décennie qui suit, est une décennie extrêmement riche dans la carrière de Cary Grant, puisqu'elle est quasiment consacrée soit par les rôles qu'il recherche, qu'il sollicite, soit par des rôles qu'on lui propose et sur lesquels il se focalise, à la réinvention de cette figure héroïque, puisque le travail avec McCarey, le travail avec Hawks, le travail avec Stevens sont des co-créations avec metteur en scène très consciente d'une image grande, de même qu'il n'y a pas d'innocence pure dans son personnage, il n'y a pas d'innocence dans son rapport à l'image, c'est un travail très précis, très conscient de la star pour élaborer et raffiner son image. Donc dans les années 40, soit il accepte des rôles où il perfectionne de manière assez incroyable cette image donc héroïque. Je pense à Arsenic et Vieille Dentelle, et on va voir juste un très court extrait. Film de Frank Capra tourné en 41, qui sort en 44, dans lequel Mortimer, joué par Cary Grant, découvre que ces deux vieilles tantes sont des meurtrières. Elles empoisonnent des vieux messieurs en fin de vie pour leur éviter plus de malheur et plus de solitude. Et donc Grant ne voulait pas jouer le rôle, il était un peu embarrassé parce qu'il trouvait que c'était trop macabre. C'est pas que superficiel, ça vous dit quelque chose. Les éléments biographiques peuvent être totalement inintéressants, mais là, ça vous dit quelque chose de le mot anglais genteel. Il y a une absence, même dans les moments où, dans ces rôles les plus, dans ces rôles de séducteurs les plus raffinés, les plus coquins, il n'y a jamais de méchanceté chez Cary Grant. C'est pas quelque chose qui est cultivé dans son personnage. Et on voit que trop de macabre, non seulement il pouvait penser que ça pouvait nuire à son image, mais il n'est pas le personnage macabre, mais l'ambiance macabre du film le dérangeait. Il n'empêche que c'est un de ses jeux comiques les plus parfaits, en termes de technique. Vous allez juste voir le moment où le personnage de Mortimer découvre qu'il y a un cadavre dans la malle. Et simplement, ce sera pour en finir sur ce point-là, une bonne révision du rapport entre soit le personnage se déplace, joue en plan large, et on raccorde sur son mouvement. Et une fois qu'on a raccordé sur son mouvement, on laisse le visage prendre une pose graphique. Donc c'est le visage qui fait un deuxième montage. Ou alors on coupe, une fois qu'il a arrêté de bouger, on coupe sur la pose graphique que son visage et son torse ont pu prendre. Donc si l'on peut voir, s'il vous plaît, l'extrait numéro 12. Yeah. Oh, honey of a lunatic. One of those whodunits called Murder Will Out. Oh, here. Yeah, what a play. When the curtain goes up, the first thing you see is a dead body. The next thing... Hey, mister. J'attendais que vous ayez vu l'extrait pour rajouter un élément de plus du jeu de Cary Grant, c'est ce que j'appelle le flirt avec l'adresse à la caméra. C'est-à-dire que vous n'avez pas dans la carrière de Cary Grant de grands moments où le personnage parle donc à la caméra, mais son regard, le jeu des yeux flirtent en permanence avec le moment où il se figerait, nous regarderait pour qu'on accompagne longuement. Hop, hop, hop. Et il s'en faudrait d'une seconde, d'un instant pour que le regard se fige, mais évidemment, la rythmique du visage et des yeux fait que ça sollicite, ça flirte avec le fait que nous sommes pris, nous sommes emportés en complicité avec la prise de conscience, par exemple, du fait qu'il est un cadavre dans la malle, sans que ça se fige complètement. Et c'est intéressant, cette formule, j'espère, c'est-à-dire que le jeu est extrêmement expressif, il est même graphique, mais il ne se fige pas. La mobilité prévaut sur le figement. Alors donc ça c'est un exemple même, vous voyez, de ce qui est acquis dans les années 30 et qui est exercé en virtuose dans les années 40.
par Cary Grant, et là avec Frank Capra, un cinéaste qui a à voir avec quantité de choses essentielles dans l'âme américaine, et qui a aussi été un cinéaste qui a un monde du burlesque, avec lui Harry Langdon. Bon. Vous avez dans les années 40 d'autres incarnations de Cary Grant. Certaines réinventent son héroïsme de manière inattendue. Je vous signale quelques exemples que je vous invite à visiter, qui sont par exemple un film qui s'appelle en anglais The Bachelor and the Bobby Soxer. The Bachelor and the Bobby Soxer, si je traduis, ça veut dire La célibataire et la midinette. En français, Deux sœurs vivaient en paix. Et Cary Grant arriva. Donc l'une est juge, l'autre est lycéenne. L'autre, la lycéenne, c'est Bobby Soxer. Les Soxer, c'est les chaussettes courtes. Elle est jouée par Shirley Temple. Et donc, vous avez un moment qui est très drôle en soi et en même temps qui dit quelque chose de profond sur Cary Grant. Donc, le personnage de Cary Grant est un artiste à la mauvaise réputation, licencieux, bon. Mais évidemment, quand Shirley Temple va le découvrir, elle ne sait pas cette réputation-là, mais elle tombe sous le coup de cet artiste venu faire une conférence dans son lycée ou à son université. Et donc, elle le regarde. Et on a un plan subjectif, elle l'écoute, un grand, très élégant, le personnage à la Mac-Carré déplacé dans ce film. Et en plan subjectif, ou plutôt d'abord en son subjectif, métamorphose de la musique, puis en plan subjectif, ce qu'elle voit, cet homme lui apparaît comme un héros, comme un pur. Donc la métamorphose de la musique, c'est que le thème principal de la tétralogie de Wagner, du Ring, le thème du héros, commence à se faire entendre. Et par une superposition optique, le personnage de Cary Grant quitte son costume élégant pour prendre le costume qu'aurait, alors ce ne serait pas un héros de la tétralogie, plutôt de Lohengrin ou de Parsifal, c'est-à-dire le costume du chevalier donc héroïque. Donc, sous les yeux, soudain, on peut dire, tiens, c'est une péripétie burlesque, elle le voit comme un héros, comme un chevalier, certes, mais ça dit quelque chose de ce qui, d'une forme de puissance héroïque inattendue, passe de Cary Grant sur le personnage de la jeune femme admirative. Vous avez un autre film qui s'appelle en anglais The Bishop's Wife, en français, je crois, Honi soit qui mal y pense, The Bishop's Wife, que le studio voulait appeler Carrie and the Bishop's Wife. Et donc on pensait à donner à Carrie le rôle du bishop, le rôle de l'évêque, qui finalement, à la demande de Cary Grant, même chose que pour Gun Gaddin, il échange les rôles. Il ne veut pas le rôle du bishop, il ne veut pas le rôle de la figure religieuse mariée, rigide, un peu rigide, sympathique. Il veut l'autre rôle, celui de l'adversaire donc amoureux, Dudley. Donc c'est David Niven qui échoue du rôle du bishop, enfin auquel échoue, pardon, excusez-moi, le rôle du bishop, et Cary Grant joue le rôle de Dudley, qui est un ange venu sur Terre au moment de Noël. Si je puis dire, maintenant tout le monde va comprendre, en costume de Cary Grant, c'est-à-dire avec l'élégance vestimentaire mise en place depuis le film de Léo Mac-Carré, The Awful Truth. Tout le prologue du film le voit en plan long, sans coupe. Il n'y a pas de jeu graphique dans le prologue du film, on n'est pas en plan, on coupe pas sur des postures de son visage, on le voit avec c'est une autre caractéristique du visage, enfin du jeu de Cary Grant avec son visage, c'est le fait son visage ne parle pas, bouge calmement, avec un sourire presque figé, mais bien sûr pas tout à fait, et on sent une pensée à l'œuvre. Il y a un tempo de la pensée, c'est quelque chose que Grant a beaucoup développé, visualiser la pensée à l'œuvre. On sent que ce personnage regarde, pense, la durée du plan et sur la durée de sa pensée. Là, c'est une gentle thought, une pensée très douce de cet homme très élégant, en manteau, qui se déplace en plan large, qu'on voit, qui marche de fait, mais qu'on sent pratiquement flotter. Mais pas flotter de manière excentrique comme avec la voiture dans Bring a Baby, flotter avec la démarche de Cary Grant, c'est-à-dire quelque chose que je comparais volontiers à Henry Fonda ou Barack Obama, c'est-à-dire une manière de donner à peine l'impression que les pieds se posent sur le sol. Et c'est quelque chose qui est propre à Cary Grant, donc cet homme d'une élégance extrême, au visage, à la pensée profonde et souriante, marche au milieu des enfants, cadré depuis l'intérieur des vitrines ou en plan long. Le moment où il doit empêcher une personne de tomber, empêcher un aveugle de mal traverser la rue, le geste se déploie, ce qui pourrait être un geste héroïque est juste un changement de posture très élégant, car c'est un ange qui va quand même séduire la femme du bishop. Bon.
Alors, dans cette décennie, vous avez un rôle, donc, on pourrait presque dire anti-héroïque, que je vous signale. C'est un film de 1944, lui, qui s'appelle None but the Lonely Heart. Je ne sais plus s'il y a un titre français. None but the Lonely Heart. Rien que le cœur solitaire, qui est c'est le seul film où Cary Grant retrouve son accent anglais cockney. Se passe à Londres avant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un film dans lequel Grant joue le rôle de Ernie Mott, un type pauvre, qui vit avec sa mère, jouée par Ethel Barrymore. Et donc il séduit des filles, il est amoureux d'une jeune femme, il y a une jeune femme qui habite dans la rue en face qui est amoureuse de lui, avec laquelle il y a une histoire au début du film. Et c'est un film où, si vous voulez, il y a toutes les caractéristiques de Cary Grant héros, sa démarche, son élégance, mais le métier qu'il exerce ne va pas avec. Le prologue du film, la voix vous dit c'est un personnage écrasé, c'est un personnage, au début, il va à la célébration pour les morts de la guerre. Donc c'est un rôle dépressif, un rôle de personnage qui n'arrive pas à se trouver un sens à son existence, que Cary Grant voulait expérimenter. C'est une de ses plus belles interprétations, puisque à la fin, le pathos mis en place avec Stevens dans la chanson du passé est développé quand il perd sa mère. Mais sauf qu'il y a le début du film où on a un début qui pourrait presque sortir d'un film de John Ford, où on a Londres embrumé, et on voit une silhouette qui sort des brumes, fabriquée par une aura mythique de personnages émergents de la brume, comme un John Wayne dans The Long Voyage Home, Les Hommes de la mer, de John Ford. Une figure mythique qui sort des brumes, c'est finalement un type avec les mains dans ses poches et une casquette, c'est Ernie Mott. La voix off lui donne un destin. La brume lui donne une aura mythique. Et dedans, c'est un dépressif, c'est un personnage qui cherche son destin. Cette interaction-là est très intéressante dans ce rôle de None but the Lonely Heart. Donc les années 40 sont consacrées à ces réinventions de formes comiques. Et j'en arrive à la dernière grande collaboration de metteur en scène dont je parlais, avec Hitchcock. Vous l'attendiez, mais ce qu'on peut en dire va bénéficier, j'espère, de ce qu'on a vu ensemble. Hitchcock étant un cinéaste qui adorait les stars parce que sa manière de travailler à Hollywood avait besoin de l'ampleur technique, économique et du star system. Hitchcock adorait les stars parce qu'une star, on vient de le voir depuis donc 1 heure ou plus d'1 heure, c'est une fabrication donc imaginaire qui, dès qu'elle rentre dans une fiction, charrie d'autres fictions qui préexistent, charrie une épaisseur imaginaire. Et Hitchcock détestait construire des personnages. Il adorait travailler sur des personnages construits. Donc, si vous avez un Cary Grant qui entre dans un film, il y a quelqu'un qui est là. James Stewart, pareil, travaille sur une image qui existe. Et Hitchcock a très bien senti, a très bien vu qui était le séducteur qu'est Cary Grant, ce qu'on voit mis en place par McCarey, et réélaboré au début des années 40. Et Hitchcock a sans doute très bien senti ce que Stevens a travaillé, la capacité de Cary Grant à produire de l'émotion, parce qu'a priori, on n'associe pas Cary Grant à la sentimentalité, à l'émotion, au pathos. Il faut le fabriquer, il faut aller le chercher. Donc la première collaboration d'Hitchcock avec Cary Grant, c'est Soupçon en 1941, qui est une comédie romantique, si vous voulez, un séducteur potentiellement chasseur de dot, rencontre une jeune femme belle et très coincée, jouée par John Fontaine. Contre le vœu de son père, elle l'épouse, il la déshérite. Tout va bien jusqu'à ce que petit à petit, elle soupçonne son mari d'être un menteur, d'être un voleur, sans doute d'être un assassin. Et c'est ce qui intéressait Hitchcock tout particulièrement, de travailler la psychologie névrotique du personnage de John Fontaine, amoureuse jusqu'au bout d'un homme, même s'il est assassin, et de l'autre côté, de soupçonner l'image de Cary Grant. Il sourit, elle le regarde, il sourit, peut-être veut-il me tuer. Et donc cette interrogation de l'image de Cary Grant, vous l'avez de manière évidente dans Notorious, Les Enchaînés, qui est, à mon avis, la plus grande collaboration d'Hitchcock avec Grant sur le jeu d'acteur. Et donc l'apparition même de Cary Grant, enfin le troisième temps de l'apparition de Cary Grant dans Notorious est assez virtueux, c'est-à-dire qu'on le voit apparaître d'abord de dos, dans une soirée, où est l'héroïne jouée par Ingrid Bergman,
qui est la fille d'un nazi, donc elle est accablée par la réputation du père, elle a une vie de riche dissolue, elle a, d'où le titre anglais, Notorious, de mauvaise réputation. Donc elle porte cette mauvaise réputation. Et à une soirée, il y a un type de dos, dont le spectateur reconnaît la nuque, les épaules, l'élégance vestimentaire. Il est à l'avant du cadre, tout le long que le plan dure de dos. Le héros est là, à l'avant-plan, c'est une entrée assez inattendue, mais Cary Grant est souvent filmé de dos par d'autres cinéastes, Hitchcock l'a vu, et c'est le cas beaucoup dans Arsenic et Veille Dentelle, et Hitchcock va beaucoup travailler le dos de Cary Grant, les épaules de Cary Grant, qu'il apparaît de dos. En fond enchaîné, avec une séquence romantique, où Grant et Ingrid Bergman sont dans la séduction. En fond enchaîné, séquence suivante, sur Ingrid Bergman qui a la gueule de bois, qui se réveille, qui émerge de sa gueule de bois. Et Cary Grant est là, il est resté toute la nuit. C'est pas une entrée de la star, c'est une réentrée de la star, réapparition de la star. Et Hitchcock utilise le plan subjectif. Donc elle est couchée, elle le voit qui apparaît, donc renversée et anamorphosée, le temps qu'elle se relève, il s'approche, pour nous obliger physiquement à regarder Cary Grant différemment. C'est-à-dire c'est une entrée de star, c'est le Cary Grant de McCarey, dans son élégance absolue. Tel que filmé par Hitchcock, Hitchcock aurait bien aimé cette formule, je pense que c'est ce qu'il dit, je sais filmer un coupable, je sais filmer un espion, je sais filmer un inquiétant. Donc là, il filme un inquiétant, sauf que c'est Cary Grant. Donc soudain, la manière de filmer d'Hitchcock à travers le point de vue de Bergman nous révèle à quel point Grant peut être une figure élégante, froide, inquiétante, antipathique, juste en prenant Cary Grant et en le filmant différemment, pas en le faisant jouer différemment. Donc si on peut voir l'extrait numéro 22, s'il vous plaît. Oh. Finish it. Oh. Feel better? What do you care how I feel? You cop. Oh. What's this all about, huh? What's your angle? What angle? What last night? Just wanted to be friends. Friends, yeah. So you could frame me, huh? No, got a job for you. Well, don't tell me. There's only... Oh. There's only one job that you coppers would want me for. Well, you can forget it, Mr... Devlin. What? Devlin. I am no stool pigeon, Mr. Devlin. Bien. Et ce film, Notorious, c'est un film dans lequel, donc c'est un scénario qui s'est écrit de manière complexe, c'est un projet de David O. Selznick que Selznick a vendu à RKO, une large influence de Selznick sur l'orientation du sujet, et puis énormément de travail d'Hitchcock et Ben Hecht, le scénariste. Le résultat, ce qui appartient vraiment à Hitchcock dans ce sujet-là, c'est, autour de ce qui nous intéresse, autour de Cary Grant, c'est la manière dont on a un personnage dont très vite au début du film, on est au début du film, la séduction révèle une forme de froideur, d'impuissance, de handicap émotionnel, qui apparaît froid, antipathique. C'est un homme de la mission qui a du mal à tomber donc amoureux, et qui, persuadé que cette femme est une mauvaise femme, même s'il en tombe amoureux, constate que quand on l'envoie en mission, elle accomplit parfaitement sa mission, elle séduit le nazi qu'elle doit séduire, elle couche même donc avec lui, elle l'épouse, et Cary Grant lui dit bah, très bien, tu étais vraiment une fille qui ne vaut rien. Il dit, bah, c'est la mission que tu m'as donnée. Et donc il voulait vérifier, il voulait avoir raison contre son amour, et ça le conforte dans sa paralysie donc émotionnelle. Mais le sacrifice de Bergman va le ramener à son émotion. Donc c'est cette logique-là que Hitchcock travaille au cœur de l'apparente, cet héroïsme
comédique et élégante de Cary Grant, qui se révèle être, dans le rôle d'un espion, plus homme d'action, là, un personnage totalement froid et antipathique. Sans doute que le film le plus connu du tandem Hitchcock-Grant, c'est La mort aux trousses. Je pense que le film qui exploite le plus la palette de Cary Grant, la palette qu'on a vu se fabriquer, c'est La main au collet. To Catch a Thief, 1955. Et donc, on va, pour s'acheminer vers la conclusion, faire une révision et un approfondissement avec des tout petits bouts de La main au collet. Donc, un premier exemple de la démarche de Cary Grant. Donc, dans La main au collet, Cary Grant et John Robbie, un gentleman cambrioleur à la retraite, vivant sur la Côte d'Azur, alors qu'une nouvelle série de vols de bijoux dans les palaces de luxe semble signaler qu'il a repris du service et semble le désigner comme coupable. Donc la police va aller le voir et il s'enfuit. John Robbie, dit le chat, the cat. Et donc il s'enfuit, il laisse croire à la police qu'il part dans une voiture, en fait il prend le bus. Et donc tout petit extrait, vous allez voir ce que je signalais, le tempo de la pensée de Cary Grant. Il est assis dans le bus. Le tempo de la pensée, c'est, vous voyez, en plan long, je réfléchis, et comme je suis également une star qui est complice avec le spectateur, je vous laisse entrer, sinon complètement dans ce à quoi je réfléchis, et du moins, je vous laisse entrer dans le fait que je réfléchis. Et c'est tellement... Enfin, Hitchcock a tellement cerné ça avec Grant, que c'est tellement virtuose qu'au fond, il regarde une personne qui a des oiseaux dans une cage. Il n'y a rien d'extravagant à avoir des oiseaux dans une cage. De la manière dont Hitchcock n'a pas fait The Birds encore, donc on n'est pas dans une référence. Et donc, mais Cary Grant regarde cette fille avec ses oiseaux, cette femme avec ses oiseaux, et avec lui, nous trouvons ça extravagant. Après tout, quoi d'extravagant que dans le sud de la France, dans un bus, donc on a ce travail sur le tempo de la pensée et ce flirt avec le regard caméra, ce flirt avec le spectateur. Je te prends avec moi dans ce jeu-là, alors que je suis un gentleman cambrioleur en fuite. Je regarde une cage aux oiseaux, je pourrais aussi prendre à témoin l'interlocuteur qui est à côté de moi. Je pourrais presque le faire, je ne le fais pas. Si on peut regarder, s'il vous plaît, l'extrait numéro 24. Oiseau turbulent, certes, mais pourquoi pas. Mais donc, il prend presque à témoin son voisin, et ça rajoute au degré de complicité, évidemment, que le spectateur a avec Cary Grant. Deuxième extrait de La main au collet, qui va être pour nous l'extrait numéro 27. Cette fois, Cary Grant a échafaudé un plan avec l'agent qui assure les bijoux pour se disculper. Et ce plan suppose de rencontrer une dame très riche qui a des bijoux et sa fille, jouée par Grace Kelly. Donc ils dînent ensemble tous les trois, et elle est froide, très belle et très froide. Il la raccompagne jusqu'à sa chambre. Si on peut voir l'extrait numéro 27, s'il vous plaît.
comme je vous disais, c'est un film, là, vous retrouvez des éléments qu'on a commentés depuis le début de cette analyse, c'est-à-dire que c'est un film j'aurais pu, mais je ne souhaitais pas le faire, vous l'aurez compris, ne prendre que la main au collet pour vous montrer toutes les facettes du jeu de Cary Grant, car tout y est. Donc c'est sans doute pas le plus grand film, s'il faut les classer, de la collaboration Hitchcock-Grant, ça je pense que c'est Notorious, mais c'est sans doute le film le plus complet sur la palette de Cary Grant, puisqu'on y trouve aussi bien le flirt avec le regard caméra qu'on a dans le bus, on y trouve aussi bien ici cette dialectique de l'innocence. Le personnage de l'homme séducteur accompagne la femme qui prend les devants, qui prend l'action, qui l'embrasse. Grant, étant embrassé, est à la fois content de redécouvrir, n'est pas seulement content de ce qui vient de lui arriver, il est satisfait, et nous avec, de découvrir que ce qu'il savait qui allait se passer, s'est finalement passé. Donc, on a, si vous voulez, cette dimension distanciée, dimension complice. Tu savais que ça allait se passer, ça s'est passé, et en même temps, on découvre, oui, ça s'est passé, ah, c'était bien, hop, reconquête de l'innocence au cœur de la complicité. Dans ce film-là, vous avez un Cary Grant héros d'action, un gentleman cambrioleur, sur un toit, où sa capacité à danser, à jouer avec ses jambes est largement utilisée quand il est sur les toits, comme quand Hitchcock le fait courir poursuivi par un avion, dans évidemment La mort aux trousses, comme quand Stanley Donen dans Charade en 1963. Et là, on a un Cary Grant qui, puisqu'il est né en 1904, approche de la soixantaine. Donc, un Cary Grant un peu plus âgé qui reste un héros d'action. Donc, c'est potentiellement un criminel dans Charade qu'il n'est pas, en fait, mais un personnage qui est armé, qui court, qui fait des scènes d'action. Donc, s'il n'est jamais, comme je vous disais au début, un personnage de film épique, de film historique, à plusieurs reprises, il est dans des scènes d'action où il est poursuivi, où il poursuit, et où c'est son jeu de jambes qui est mis en scène par les cinéastes. C'est le cas donc de Cary Grant. On pourrait presque dire, vous voyez, c'est une manière qui est très utile pour aborder les acteurs stars, que de même qu'en musique, on a des leitmotifs pour des acteurs, des leitmotifs visuels. Pour Cary Grant, on a le leitmotiv du visage graphique. On a le leitmotiv des yeux éberlués qui se figent presque vers le spectateur. On a le leitmotiv du personnage qui court, qui poursuit ou qui est poursuivi, mais jamais, même quand il est poursuivi par un avion qui manque de le tuer, ça c'est La mort aux trousses, si vous oubliez un instant quand vous voyez le film, quand vous le revoyez cet avion qui le poursuit, vous regarderez son jeu de jambes, son corps ne cède jamais à la panique. C'est un corps qui court avec élégance, qui danse avec élégance, même quand il est poursuivi par un avion qui devrait sulfater des récoltes et ne les sulfate pas. Donc, ce leitmotiv de l'homme qui danse, de l'homme qui court, qui danse quand il court. C'est même sans doute comme ça qu'Hitchcock a conçu La mort aux trousses, en sachant que c'était un film qui devait absolument rapporter, puisque Vertigo l'année d'avant n'avait pas marché. Donc c'était bien davantage un film sur des recettes qui fonctionnaient, c'est pas péjoratif ce que je dis du tout. Et même le thème principal de la musique de Bernard Herrmann, ça, c'est une danse, c'est un fandango. C'est sur cette idée que c'est un film qui est une danse, qui est une rythmique de danse, que le film est conçu. Et Cary Grant, de ce point de vue-là, était l'acteur idéal, pas un acteur de comédie musicale, pas un Gene Kelly, pas une stature qui rentre dans le plan et qui s'installe, un Charlton Heston, un John Wayne, un acteur qui danse sur le canevas, sur la mélodie parfois devenant filigrane, héroïque. Alors j'évoquais Charade il y a un instant, qui est un film de 63. Dans la collaboration de Cary Grant et Stanley Donen, il y a aussi 4 films, dont Charade est le plus connu. Il y en a un qui s'appelle Indiscret, Indiscreet, 1968, qui est une comédie sentimentale avec Cary Grant et Ingrid Bergman, couple de Notorious. Et sans doute, alors pour vous amener à réfléchir sur ça, une bonne partie de l'œuvre de Stanley Donen, cinéaste, pas seulement cinéaste de musical, mais cinéaste, est dans un rapport maniériste à la fiction, qui consiste à reprendre des fictions qui préexistent et à bâtir une des couches d'imaginaire de son film sur un film qui existe déjà, mais très précisément pas sur un point, je cite, c'est-à-dire dans Indiscreet, il se retrouve à reprendre le couple de Notorious, dans une histoire qui n'est pas du tout celle de Notorious.
Mais quand on analyse le film sous l'angle du maniérisme, j'entends par maniérisme le fait d'avoir un modèle et de travailler précisément la variation sur le modèle. Notorious est connu pour son baiser au téléphone, pour ses plans longs. Indiscreet est construit sur beaucoup de plans longs autour du couple Ingrid Bergman et Cary Grant. Indiscreet est conçu sur un certain nombre d'effets de posture et de montage qui sont des raffinements de morceaux de plans d'Hitchcock dans Notorious. Donc il y a cet aspect-là dans Indiscreet. Un des aspects les plus intéressants sur notre sujet, c'est l'apparition de Cary Grant. Ingrid Bergman est une actrice connue, à succès, qui revient du théâtre. Elle se démaquille dans l'appartement et soudain elle ne voit pas. On coupe sur un personnage qui est là dans l'entrée et que les amis qui sont avec elle lui présentent. Il n'était pas là, il est là, accompagné d'une musique assez magique, hypnotique. Il n'était pas là, il est là. C'est au film où il jouait un ange que je fais référence. Il y a, vous voyez, j'ai commencé par dire au début de cette analyse que Cary Grant, son héroïsme ne s'incarnait pas dans le film épique, dans le film historique. On a vu comment elle fabriquait un véritable héros comique et séducteur, comment il le variait. Il y a des dimensions inattendues qui sont vraiment des figures héroïques, l'ange ou le chevalier qui passe dans l'imaginaire de la star, qu'on retrouve de manière donc inattendue. Alors, il apparaît comme un chevalier à travers les yeux de Shirley Temple dans The Bachelor and the Bobby Soxer. Il apparaît comme un ange dans l'entrée, à travers l'encadrement de la porte d'entrée de Indiscreet de Stanley Donen. Grant est un acteur, donc juste après, en 1963, il y a Charade, qui est un maniérisme d'Hitchcock, qui est une variation sur un certain nombre de phénomènes hitchcockiens, sur La mort aux trousses, avec Grant et Audrey Hepburn. Et en plus, c'est un film très élaboré sur ça, un maniérisme sur les caractéristiques du jeu de Cary Grant. Et, sauf que Grant a la soixantaine, qu'il le sait, qu'il est embarrassé, il dit « je ne peux pas jouer comme si j'étais en 40 ». Je ne peux pas être le séducteur de Hepburn comme si j'étais en 40. Donc il oblige Donen à travailler, à intégrer ça, ce vieillissement. Il l'intègre aussi bien, il le fait aussi bien intégrer dans le dialogue, à voir, attention, j'ai 30 ans de plus que toi. Bon. Et il le fait intégrer dans les scènes d'action. Donc vous avez des moments où il court avec son imperméable à la fin, dans la course finale. On a le héros d'action qui est un danseur dans l'action. Mais il y a un autre moment où il est menacé par un type avec un crochet joué par George Kennedy. Et Cary Grant, ils sont sur le toit, variation sur La mort aux trousses, il y en a un qui va être accroché. Bon. Et Cary Grant regarde et puis il sort ses lunettes pour mieux voir. Il n'aurait pas fait en 40. Mais là, il intègre. Alors, détails comiques, mais détails qui participent à cette création, à cette évolution, intégration dans l'image du héros star, donc de son âge. Après ce film, il en tournera encore quelques-uns, mais peu, très très peu, puisque l'âge lui pose problème. Je pense qu'il est arrivé au bout de sa carrière. Dans le dernier film dans lequel il joue, Rien ne sert de courir. D'ailleurs, il ne séduit même pas donc l'héroïne. Il considère comme trop vieux pour séduire la jeune donc héroïne. Il n'a pas envie sans doute de jouer donc à l'écran les rôles de père dans le temps qui lui reste à jouer et à vivre. Alors là, je reviens un peu de biographie avant de vous projeter un dernier extrait. C'est que Grant donc va devenir père à ce moment-là, et ça coïncide avec le moment où il décide d'arrêter le cinéma. Mais je répète, c'est pas qu'un événement biographique. C'est-à-dire chaque fois que Cary Grant a poussé dans ses rôles son identité de star héroïque au-delà de la maîtrise comique vers le sentimental, c'est toujours autour d'un rapport à l'enfant et à l'enfance. Et le moment où il décide d'abandonner le cinéma, c'est pour le vivre en fait, pour être vivant pour sa fille, pour le temps qui lui reste à vivre. Et donc je me suis demandé, pour finir, par quel extrait je pouvais finir, par quel film, quelque chose qui illustre cet aspect-là de manière profonde. Alors c'est un film qui s'appelle Once Upon a Time, donc du milieu des années 40, donc du début des années 40, Once Upon a Time, je ne sais pas si c'est un titre français, où Cary Grant interprète un producteur de Broadway, Jerry Flynn. Alors, la mise en scène est virtueuse, mais l'acteur a une virtuosité extraordinaire. C'est un producteur narcissique dont les dernières productions viennent de ne pas marcher. On le découvre dans son bureau au début, bureau gigantesque. Alors, évidemment, comme sa production n'a pas marché, ce bureau restera-t-il le sien ou pas? On le découvre avec une mise en scène. Alors là, c'est la mise en scène qui est graphique,
qui rajoute au jeu graphique. C'est-à-dire qu'il y a des cadres très composés, avec le grand livre de contes ouvert, au milieu duquel se trouve le personnage un peu cynique du producteur joué par Grant avec un chapeau. Et son assistant vient lui dire « ça n'a pas marché, c'est un four, il y a un financier qui arrive, qui va venir pour t'acheter le théâtre ». Il dit « oh, je vais m'en sortir ». Quand il se lève pour aller discuter avec le financier qui arrive, on a un balai de Cary Grant qui tourne autour du personnage. De même que je disais tout à l'heure que quand il est ange, quand il sauve quelqu'un, hop, c'est le mouvement du corps qui se prolonge en geste, qui arrête quelqu'un et l'empêche de mal traverser. De même, là, dans sa chorégraphie, soudain, il se fige narcissiquement, et subtilement, la main vient se poser là. On coupe sur le fait que soudain, il a la main sur le ventre comme Napoléon. Il se déplace, et quand on va recouper sur lui, il sera arrivé devant un tableau géant qui le représente. Donc c'est un film sur le narcissisme d'un producteur prêt à tout pour réussir, et il rencontre un enfant, un groupe d'enfants dans la rue. Et donc pour aller rejoindre ce groupe d'enfants, il traverse donc la rue en danseur, et le gamin a une boîte en carton dans laquelle il y a une chenille, Curly, qu'on ne verra jamais, les gens, lui il la voit, une chenille qui danse au son d'une seule chanson, mais elle danse très bien. Cary Grant décide de mettre la chenille sous contrat, et ça va être son nouveau spectacle. Évidemment, il y a énormément de gens qui s'agrègent à ça. Il y a des opposants. Les scientifiques disent non, c'est une chenille qui danse, c'est une escroquerie. Puis non, elle danse vraiment, alors il faut la disséquer. Et Cary Grant veut absolument, enfin, il s'en fiche de l'enfant a priori, il veut absolument mettre la chenille sous contrat à Curly. Il manipule donc cet enfant qui lui voue un amour, une attention très forte. Donc c'est un film aussi sur la rédemption morale du personnage de Grant, qui à la fin finit par abandonner Curly au petit garçon. Sauf que Curly a disparu à la fin du film. Et que Cary Grant cherche Curly. Mais Curly est devenu papillon. Donc si on peut voir l'extrait 39, s'il vous plaît. Peut-être que vous ne connaissiez pas Once Upon a Time. Donc, à la question que je me posais donc avec vous sur l'héroïsme de Cary Grant, on a donc traversé une petite partie de la carrière d'une des plus grandes stars du cinéma classique donc hollywoodien, et j'espère que vous l'avez vu, d'une des variations les plus complexes à ce niveau de maîtrise et de célébrité sur l'héroïsme. Ce qui, a priori, nous destinait, puisqu'on a étudié la fabrication d'un héros comique, d'un héros séducteur de comédie et d'un héros comique et de burlesque, ce qui nous destinait à avoir, à part quelques contre-exemples, moins d'authenticité lyrique, à ne pas avoir James Stewart, à ne pas avoir Gary Cooper. Et vous voyez, on finit par retrouver, enfin voir pointer à certains moments, une vraie mise en risque de Cary Grant héros, d'un risque de l'émotion, d'un désir de retrouver l'innocence. Alors il peut le faire par l'anti-héros à un émote qu'il joue dans None But the Lonely Heart. Mais il le fait plus dans ces moments où son émotion s'exprime dans le rapport à quelque chose qui est lié à l'enfance, qui est lié à la paternité, qui est lié à la famille, et qui donc le replace, le recrée en situation d'être un héros émerveillé, qui est sans doute la dimension la plus essentielle du héros de cinéma et sans doute du cinéma donc hollywoodien. Le untarnished view, ce regard qui n'est pas abîmé par la vie. Alors pour un Cary Grant qui est un personnage dont le héros, qui est un héros comique burlesque et en plus qui a multiplié les connivences avec le public, on constate qu'il y a bien un goût de l'innocence, une recherche de l'innocence, une authenticité de l'innocence dans l'émerveillement des éléments liés à l'enfance.
Et je trouvais qu'il était intéressant de finir par ce moment où Curly n'est pas mort, mais est devenu papillon, créé, vous l'aurez tous vu, avec une technique de cinéma d'animation, produit par le studio Disney. Et donc le baromètre de l'innocence dans le cinéma donc hollywoodien, c'est soit le western, soit Walt Disney. Donc j'aurais du mal à vous parler de western à regret pour Cary Grant. La question ne se pose pas. Cette américanité-là, ce rapport au paysage-là, n'y est pas. Et c'est sans doute pour ça qu'il s'est très bien situé par rapport à des incarnations héroïques, viriles, westerniennes, comme John Wayne, comme Gary Cooper, qui ont été des stars du western, ou James Stewart, mais Wayne ou Cooper, mais qui ont, Wayne et puis Cooper, qui ont aussi joué dans des rôles urbains, dans des rôles en costume de ville, alors que Grant n'a pas fait le trajet inverse. C'est une figure héroïque qui propose, vous voyez, une version complexe de la virilité, une version ludique même de la virilité de temps en temps, mais qui assouplit, qui estompe ce qui peut paraître comme une puissance virile trop forte ou trop puissante dans le western. Mais si je laisse là le western, pour finir sur Walt Disney, cette émotion que vous voyez d'un Grant qui racheté moralement, puisqu'il a dit au petit garçon, en fait, Curly, je te laisse, je laisse tous mes droits sur le contrat de Curly, et Curly n'est même pas mort, Curly est devenu un papillon, donc Grant se sent racheté, se sent lavé moralement, et il a satisfait l'enfant qu'il aime et qu'il admire, et Curly est toujours là vivant, c'est devenu un papillon, et vous voyez le regard émerveillé de Cary Grant face à ce papillon créé par l'animation, et le baromètre Disney nous sert à mesurer le degré d'innocence de Cary Grant, qui était donc bien un ange. C'était une très belle incarnation, un chevalier wagnérien gentil, ou un ange, et donc au cœur de cet héroïsme, son innocence est vraiment incandescente. Merci.